J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez Designer Marocain, un podcast dans lequel je discute avec des artistes, architectes, artisans et designers, tous ceux qui participent à la renommée du design marocain. Avec mes invités, on parle de leur parcours, de leurs sources d'inspiration, de leurs projets, tout en décryptant ensemble la situation du design au Maroc. L'objectif, apporter une dose d'inspiration et de motivation pour les idées et projets créatifs marocains. Pensez à vous abonner sur SoundCloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, @designermarocain au pluriel. Mon invité est Marwan Zouaoui, un jeune architecte au caractère bien trempé. Une personnalité forte qui lui a permis de faire sa place dans ce métier très concurrentiel. Plusieurs projets à son actif, résidentiels, hôteliers et industriels, et pourtant le chemin n'a pas toujours été tout tracé comme pourrait le suggérer son histoire familiale. Il nous raconte ses études à Paris, le déclic qui lui a fait prendre conscience de son métier, ainsi que les difficultés d'exercer à son retour au Maroc et la collaboration complexe avec son père architecte. Il aborde ses projets à dimension écologique et durable, notamment à Dakhla, et nous confie son rapport à l'échec et l'importance du réseau. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marouane, je suis très ravie d'avoir mon premier architecte sur le podcast. J'aime toujours commencer un peu avec quel était ton rêve d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être architecte, sachant que t'es architecte, c'est une histoire de famille, parce que ton père est architecte? Alors écoute, pas du tout. Je crois que même cette vocation est arrivée très tardivement. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être archéologue. Bon, il s'avère que ça commence par les quatre premières mêmes lettres, voire cinq. En fait, très vite, je me suis rendu compte que ça allait être une passion dévorante, mais qui n'allait pas, comme on dit au Maroc, remplir mon panier. Donc effectivement, l'archi est arrivé un peu par hasard. Effectivement, c'est une histoire de famille. Mais c'était aussi l'histoire de parcours de quelqu'un qui n'était pas super bon à l'école, qui n'aurait pas pu faire prépa, qui ne voulait pas aller à la fac parce que j'aurais pas été autonome. Et j'avais, disons, des aptitudes sociales et humaines à faire de l'architecture et non pas aller faire une prépa ou une école de commerce. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Quel a été vraiment le déclic qui a fait qu'au lieu de faire une école de commerce, tu as opté pour l'architecture? Bah écoute, déjà plusieurs choses. Mon papa est architecte, c'est-à-dire que moi, mes samedis et mes dimanches, je n'avais pas les sorties en famille classiques. Moi, j'avais les sorties en famille sur les chantiers. Les samedis matin et les dimanches matin, bah écoute, j'allais avec mon papa tout simplement sur les chantiers. J'assistais aux réunions de chantier, je voyais ses états d'humeur, sa manière de gérer les choses. Donc, c'est des choses qui, pour moi, sont tout à fait usuelles, disons, dans mon parcours de vie. Et quand j'ai quelques mois avant d'obtenir mon baccalauréat, c'était la grande mode d'aller faire une prépa pour faire une école de commerce, pour devenir trader ou consultant. Et bah, écoute, j'ai posé les fesses avec mes parents et la question s'est posée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'étais pas particulièrement bon en dessin, disons même plutôt moyen, ni extraordinaire en mathématiques. En fait, j'étais un élève, pour ne pas dire mauvais, j'étais plutôt moyen partout. Écoute, il y a un moment où, très objectivement, il y a une question qui se pose. Qu'est-ce que je vais faire de mon avenir? Comment je vais gagner ma vie? Je crois souvent que c'est facile d'être architecte, fils d'architecte, mais c'est pas comme si on nous léguait un magasin ou un commerce qui fait qu'on a des produits et qu'on les vend et qu'on a du stock. Non. Déjà, il y a un diplôme qui est assez compliqué à obtenir. C'est un diplôme avec 6 ans d'études. Quelle est l'école que tu as faite justement? Alors, écoute, moi, j'ai fait une première année à Montpellier où ça n'a pas du tout marché, où j'étais un enfant complètement, enfin un enfant, tu vois, un élève complètement perdu. Je ne savais pas du tout ce qu'on me demandait. J'apprenais à vivre seul, à me faire à manger seul, à payer mon loyer seul. C'était la première année est souvent une école, je pense, pour nous tous qui arrivons du Maroc, où nous sommes particulièrement assistés. Donc, j'arrive seul dans cette ville où je connais pas grand monde, où en fait je me retrouve avec des gens qui même avant de faire architecture avaient déjà 2, 3 ans de formation dans un autre domaine, et je me retrouve face à
euh, face à des gens très aguerris, très autonomes et indépendants. Alors que nous, on sort d'un système où en fait, où on nous apportait tout sur un plateau, où on n'avait qu'à se concentrer sur nos études. Et bref, ça n'a pas été très bon pour moi cette année. Et j'ai fait la connaissance d'un directeur d'école qui s'appelle Monsieur Verdier, qui est chevalier des arts et des lettres, qui m'a un petit peu pris sous son aile. Et je me souviens, lors d'un voyage qu'on a fait avec l'école à Rome, je n'étais pas copain avec les élèves, j'étais plutôt copain avec lui, avec les autres professeurs. Et on allait se balader. Et parce qu'en fait, il avait écrit des dizaines d'ouvrages sur l'architecture à Rome, l'architecture antique, l'architecture médiévale et l'architecture contemporaine. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a été décoré Chevalier des Arts et des Lettres. Et un jour, il me dit, mais Marwan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à Montpellier? C'est pas du tout une ville pour toi. Il m'a dit, tu dois aller aux Beaux-Arts à Paris, à l'école Paris-Val de Seine. Et donc, il me fait passer un examen que je réussis. Je monte à Paris pour passer un entretien et je suis pris aux Beaux-Arts. Mais je recommence à zéro. Voilà. Et donc, je me retrouve à Paris, dans cette ville merveilleuse. Je suis à l'école Paris-Val de Seine, qui est située dans un endroit merveilleux, qui est situé dans l'école des Beaux-Arts, près de la cour des Mûriers. C'est rue Bonaparte. Le métro Saint-Germain-des-Prés, quand c'est la rue qui te mène à la Seine, en fait. Et là, il y a à Paris, enfin, j'étais au centre du monde pour faire de l'architecture. Et donc, quand tu arrives, il y a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment des études, qui est un endroit merveilleux, qui a été construit au XVIIIe siècle. Tu arrives dans un endroit merveilleux où il y a des sculptures de partout, il y a des fresques de partout, il y a de la mosaïque. En fait, c'est un monde, c'était un rêve en fait qui s'est réalisé puisque enfin, quelque part, l'archéologue que je rêvais d'être croisait mon parcours d'étudiant. Donc ça a commencé comme ça. Donc, tu as fait les 6 ans à Alors j'ai Paris, fait mes du six coup. années à Paris. Je n'ai pas eu un parcours, disons, très académique, puisque j'étais plus porté par moments sur les sorties, la vie parisienne, les expositions, le théâtre, la musique, les copains, parce que ça fait partie d'une vie, hein, tu sais, j'y reviendrai après. Donc j'ai un peu traîné, je t'avoue, j'ai un peu traîné à l'école. Mais finalement, ça a été un mal pour un bien, puisque ça m'a permis de connaître énormément de monde. Et aujourd'hui, en architecture, ce n'est pas tant ton talent qui fait de toi quelqu'un qui avance, mais c'est aussi ton réseau. Et aujourd'hui, je dois beaucoup à ces années d'études où j'ai pu fréquenter énormément de monde. Je suis reconnaissant en fait du réseau que j'ai pu créer pendant cette période. Donc ça a duré 6 ans. Un de mes meilleurs souvenirs, ça a été en fait mon projet de fin d'études. On avait un prof qui encadrait notre projet de fin d'études, qui s'appelait Monsieur Beliachev. C'était un monsieur qui est beaucoup intervenu sur BFM TV récemment lors de la chute du pont de Gênes en Italie et qui expliquait pourquoi ce pont avait été démoli, enfin avait été détruit. Ouais, ouais. Et en fait, il nous avait proposé de faire notre projet de fin d'études sur un projet au Japon. Et moi, il m'avait proposé de m'intéresser à une ville qui s'appelle Nagoya, qui est la ville d'origine de Toyota, la marque automobile, pour y faire un projet. Donc, j'y suis allé tout seul. Je suis allé au Japon pendant 15 jours, avec mes plans, avec mes calques, avec mes notes. Et j'ai sillonné la ville tout seul pendant une dizaine de jours. Bon, j'en ai profité 5 jours pour aller à Tokyo et à Kyoto quand même pour voir. Mais je t'avoue que quand j'y étais, j'étais un fantôme en fait. C'est-à-dire que au Japon, il y a quelque chose qui m'a choqué. Tu peux t'évanouir dans la rue. Il y a très peu le regard humain sur l'humain n'est pas similaire à celui qui existe en Occident ou en Orient. L'Orient, j'entends par là nos pays. Donc en fait, j'ai trouvé ça assez spécial et je me suis dit que l'idée, ça serait si tu veux, de faire un projet en se disant, voilà, moi je suis un étudiant marocain, j'ai eu ma licence d'archi à Paris, mes 3 ans, donc ça veut dire que j'ai réussi à m'adapter à l'architecture européenne. Mais est-ce que ma formation ne serait pas plus complète si effectivement j'allais à l'opposé de ce qui existe de ma culture? Pas à l'opposé, mais de ce qu'il y a de plus loin, de plus extrême. Et donc j'ai fait mon projet de fin d'études sur la réhabilitation d'un marché aux poissons en l'intégrant plus à la ville de Nagoya. Voilà. Et j'étais très mauvais élève et j'ai assez bien réussi cette performance puisque je suis arrivé major de promo en 2011. Ah, j'étais très fier. Mes parents sont venus, ils étaient très contents, ils ont filmé, ma mère a pleuré comme si j'avais eu Polytechnique. Non, mais c'était incroyable.
Et une fois que j'ai obtenu mon diplôme, en fait, j'étais pas encore, honnêtement, j'étais pas encore passionné par l'architecture. En fait, j'ai une histoire assez drôle avec le Japon et la nourriture japonaise. C'est que, donc, effectivement, ça a été mon projet de fin d'études. Mais le jour où je me suis vraiment senti devenir architecte, c'est que j'allais régulièrement manger dans un restaurant asiatique, japonais à Paris, qui était tenu par des gens de chez nous, des Arabes du Maroc. Et on a sympathisé. Et un jour, ils me disent, tu sais, Marwan, on recherche quelqu'un, on veut absolument refaire notre restaurant. C'était un petit restaurant, c'était un restaurant de 50 mètres carrés, rue Miromesnil, 13 rue Miromesnil, non, 73 ou 13 rue Miromesnil. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai dit que moi, j'étais capable de le faire. Et à partir de ce moment-là, ma vie professionnelle a changé. C'est-à-dire que là, on n'attendait plus de moi à ce que j'apprenne l'architecture, mais que j'applique ma vision de l'architecture. Et là, ça a été un changement radical dans ma vie entière, parce que quasiment du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un de très sérieux, de très ponctuel, de très réactif dans le travail. Et il fallait qu'on boucle ce petit projet de réhabilitation du restaurant, donc de rénovation totale du restaurant, en un mois. Donc j'ai sacrifié mes vacances. En plus, j'avais pas eu droit à un gros cachet, mais j'ai pu faire ce travail en un mois. Puis derrière, sur Paris, j'ai eu plein de petits boulots. J'ai réhabilité des agences de transfert d'argent, type Dirham Express. En fait, c'est l'équivalent marocain de Western Union pour le transfert d'argent. J'ai réhabilité des agences de voyage. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait du travail avec la communauté marocaine à l'étranger. Parce qu'en fait, eux aussi se sentaient mal à l'aise de travailler qu'avec des autochtones, donc les Français de France, et qu'ils étaient plus à l'aise de travailler avec des gens qui leur ressemblaient, mais tout en ayant le cursus académique nécessaire. Et donc, à partir de là, parce que j'ai vu que ton expérience était à Paris, mais aussi à Rio et Saint-Pétersbourg. On a eu deux expériences formidables quand on était à l'école. C'est qu'on on a eu des super workshops qui ont duré un mois et demi, donc au Brésil et à, et à Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, on a bossé dans une agence d'archi pendant cette période où il fallait en fait réhabiliter. Donc c'est une agence qui avait gagné un concours pour réhabiliter de vieux quartiers soviétiques communistes. Tu sais, des blocs hyper froids, sans âme, sans vie, etc. Il fallait leur redonner de la vie en traitant les intérieurs, en traitant les parties communes, en créant des skateparks, en créant des parcs, en créant des espaces de rencontre. Et c'était une merveilleuse expérience où on a dû travailler avec justement les étudiants là-bas sur place. En fait, c'est plus l'humain qui marque au final, au-delà de ta compétence technique. Franchement, c'est cette aptitude à travailler en groupe qui était merveilleuse. Et la deuxième expérience, c'était un peu plus tard, en 2009. On a travaillé avec donc deux architectes d'ailleurs qui sont marocaines, qui s'appellent Maham Sfer et Zineb Zebdi. On a travaillé sur la réhabilitation des favelas au Brésil, à Rio. Donc, on a traversé ces quartiers ultra dangereux, on s'est fait accoster, on s'est fait embêter, on a bossé, mais c'était des souvenirs merveilleux. Voilà, et après, notre cher ami Claude Guéant est arrivé. Ah oui, c'est vrai que tu fais partie de cette génération-là. Ah, mais moi, il m'a fait pleurer, Claude Guéant. Alors, je pense qu'on peut raconter qui est Claude Guéant. Claude Guéant, c'était le ministre de l'Intérieur à l'époque, sous Sarkozy, entre 2010 et 2013, je crois. Et il y a une circulaire qui portait son nom, qui stipulait que, grosso modo, il fallait, pour permettre aux locaux, enfin aux Français de France de travailler, il fallait limiter les titres de séjour aux étudiants étrangers. En 2011, donc j'étais diplômé, je travaillais dans une agence d'archi et il fallait que je fasse ce qu'on appelle mon changement de statut. Et pour cela, il fallait que mon entreprise, enfin l'agence qui me recrute, paye des taxes et surtout que mon dossier soit accepté par la préfecture de police. Eh bien, écoute, il y a une psychose de la part de ces agences d'architecture et je pense aussi de plein d'entreprises et de sociétés en France. Et malgré des entretiens ultra positifs, enfin pour te dire, j'ai fait du porte-à-porte. Hein. Ah, je me déplaçais avec mon CV en main et j'allais rencontrer des gens pour pouvoir travailler. Et on me l'a refusé gentiment à chaque fois en me disant que c'était compliqué, qu'ils avaient besoin de quelqu'un tout de suite et que s'il y avait un contrôle et qu'ils trouvaient quelqu'un comme moi qui travaillait de manière, entre guillemets, clandestine, ben, qu'il risquait gros. J'avais une marge de, disons, de 2 mois de finances de côté pour trouver un job. Ben, écoute, je peux te dire que la marge, au lieu qu'elle dure 2 mois, elle a duré un mois. Et le 5 février 2012, j'ai fait mes valises et je suis rentré vivre au Maroc en laissant
une vie formidable derrière moi à Paris et des souvenirs merveilleux. Justement, quand est-ce que tu as créé ton propre atelier et pourquoi tu n'as pas rejoint celui de ton père? Ben alors, la question, je pense qu'elle peut être posée dans le sens inverse. Non, alors, écoute, très simplement, donc je suis rentré en février 2012 et là, évidemment, vu que je suis quelqu'un de très chanceux, je suis tombé sur une autre problématique administrative. C'est que quand je suis rentré au Maroc, je suis ce qu'on appelle une profession réglementée. D'accord? Comme les médecins, les avocats, pharmaciens, etc. Pour qu'on valide ton inscription à un ordre, il faut qu'il y ait une enquête qui soit établie par le secrétariat général du gouvernement. Au moment où je suis rentré, il y avait une grande polémique qui était la polémique des diplômés des écoles d'architecture privées. Qu'est-ce que cette polémique? Cette polémique, cette crise, disons, il y a une dizaine d'années, des architectes de Casablanca ont créé une école, ce qu'on appelle l'EAC, l'école d'architecture de Casablanca. Et ils ont, je pense, je ne veux pas me faire d'ennemis, mais je pense qu'ils ont un peu mis les autorités devant le fait accompli en disant, voilà, écoutez, nous, on est à la 2e ou 3e promotion. Nous avons des élèves qui ont étudié pendant 6 ans. Il faut régulariser leur situation alors que ces écoles n'étaient pas reconnues par l'État. Donc, il y a eu pendant 1 an et demi un blocage des inscriptions à l'ordre des architectes. Évidemment, comme là, je me suis retrouvé dans le lot, dans ce beau lot, et donc je n'ai pas pu être inscrit à l'ordre des architectes qu'une année et demie après mon arrivée au Maroc. Donc, cette année et demie a été l'occasion de rejoindre l'agence paternelle. Et je peux te dire que ça ne s'est pas très bien passé. La collaboration père-fils n'était pas parfaite. L'architecture est un métier scientifique, mais aussi un métier plein de subjectivité. C'est un métier d'art, quelque part aussi. En fait, c'est un peu à la croisée. C'est un métier qui est un peu à la croisée de tous les chemins d'art et de science. Donc j'ai commencé à travailler avec lui et ça ne s'est pas bien passé. Pour des raisons de conflit générationnel, de personnalité, de rythme de travail. Tu sais, tu reviens de Paris, tu vois que les gens finissent tous les jours à 20h, 20h30. Ici, les choses sont un peu plus lentes. La réactivité des salariés n'est pas du tout la même. Le rapport à l'ambition de chacun est différent. La personnalité des gens qu'on côtoie est différente. Et surtout, je travaillais sur ces projets. Je n'avais pas de projet, moi. Et au Maroc, je le dis souvent, on ne vient pas nécessairement te voir que pour la qualité de tes projets, mais on vient te voir pour la personne que tu es, parce que tu es capable de répondre, parce que tu es réactif. Et si tu veux, les projets sur lesquels j'étais, c'était les projets de mon père et non pas les miens. Donc, au bout de 5 mois, écoute, on a eu une conversation où, en fait, c'était comme une rupture entre un garçon et une fille, sauf que c'est une rupture entre un papa et son fils. Et il me dit, écoute, Marwan, je n'en peux plus de toi. Tu es mon fils, je vais t'aider, je t'offre une place au bureau, mais tu vas te débrouiller tout seul. Je ne veux plus entendre parler de toi. Tu prends en arabe shitqent et ne m'embête plus. Écoute, c'est ce qui s'est passé. Ça a été très difficile à digérer parce que quelque part, tu te dis, mais j'ai fait architecture pour travailler avec mon père et finalement, je ne vais plus le faire. Donc, c'est-à-dire que j'ai perdu mon temps. Enfin, ça a été terrible pendant quelques temps. Et de temps en temps, écoute, j'avais des petits travaux de restaurant qui ne nécessitent pas que je sois inscrit à l'ordre des architectes, des choses comme ça. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait de l'aménagement pour des copains, pour des gens que je connaissais, des aménagements d'appartements, des fenêtres à changer, hein, la grande ambition de l'architecture. Faire 300 km pour déplacer une fenêtre, c'est hyper formateur en fait. En fait, on ramasse un peu les petits projets, mais chaque projet, on apprend quelque chose au final. Petit projet, il y a même plus de boulot que sur les grands. Hein. Écoutez, ça a commencé comme ça jusqu'à ce que je puisse obtenir mon autorisation d'exercer. Quand exactement? En février 2014. Donc à partir de là, tu as créé ton Alors après, j'ai créé ce qu'on appelle Marwan Zouaoui, architecte, parce que nous sommes des personnes physiques. Je ne suis pas parce qu'à l'époque, la société en architecture n'existait pas. La SARL n'existait pas, elle n'existe que depuis 2-3 ans. Et j'ai créé Marwan Zouaoui architecte avec un cachet. Donc le jour où j'ai eu mon cachet, je peux dire que j'en ai eu les larmes aux yeux, puisque enfin, après toutes ces années de galère, de diplôme et de travail, j'avais enfin mon cachet où il y avait écrit Marwan Zouaoui architecte. J'en étais très fier. Et donc, j'ai créé mon agence. Donc, j'étais déjà agence tout seul et je me suis retrouvé à agence avec un statut tout seul. Et donc, ce qui m'a permis de participer à des concours d'architecture, des concours privés ou publics. Et mon décollage, si tu veux, a été une belle revanche sur la vie puisque j'ai pu remporter un concours pour la restructuration d'une école française, l'école française de Kenitra, qui s'appelle Honoré de Balzac.
où je me suis retrouvé en concurrence avec des architectes qui avaient 30 ans d'expérience de plus que moi. J'ai participé à ce concours avec une architecte d'ailleurs qui a monté enfin, qui travaille avec nous et qui a monté son agence maintenant qui s'appelle AGA et qui font aussi du très bon travail, qui s'appelle Rita Elaoui. Et donc j'ai participé à ce concours et je l'ai remporté. Je l'ai remporté. Il s'agissait de construire 1500 mètres carrés de salles de classe, de salles de motricité dans un espace, dans une école qui était occupée. C'est-à-dire qu'il fallait faire un projet en site occupé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas arrêter l'école pour construire nos sites. Donc en fait, au-delà de l'aspect architectural et esthétique que j'ai proposé, j'ai remporté le concours grâce à l'implantation et au phasage des travaux que j'ai proposés sans perturber le fonctionnement de l'école. Et donc, ça a été une grande fierté. Tu as travaillé sur différents projets, donc allant du logement individuel aux hôtels, en passant par des rénovations d'écoles et des créations de concepts de restaurants et de magasins. S'il fallait retenir qu'un seul projet de toute ta carrière, ce serait lequel? Ah, le projet qui me tient le plus à cœur, non, mais je crois que c'est celui-ci, hein, c'est celui Ah non, il y en a deux. Alors, il y a celui-ci, donc l'école de Balzac, l'école Balzac à Mitra, qui a été un super projet où en fait, on a eu En fait, j'ai touché au professionnalisme de l'État français. Tu es architecte, tu as été sélectionné, on va avec toi jusqu'au bout. Et ça m'a ouvert un marché, un projet très, très particulier qui est passé inaperçu dans l'appel d'offres, dans les appels d'offres publics. En fait, il s'agit de la réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur de France au Maroc. En fait, c'est la maison de l'ambassadeur et de 3 villas consulaires où habitent les consuls de France au Maroc, et qui est un bâtiment classé patrimoine de l'État français depuis 1982. En fait, ce bâtiment, c'est là qu'on fait la garden party du 14 juillet, hein, c'est un bâtiment qui a été réalisé par un architecte qui s'appelle De La Fuentes, qui est un architecte chilien, mais qui est surtout le dernier élève du Corbusier. C'était un vrai honneur. Ah non, mais attends, il faut que je te raconte. On a participé à ce concours. En fait, encore une fois, il fallait réhabiliter le projet en site occupé. Donc, c'est une parcelle qui fait 5 hectares, dans laquelle il y a une villa sur 5000 mètres carrés, où en fait l'ambassadeur de France au Maroc reçoit ces personnalités, les présidents de la République, il reçoit le Premier ministre marocain. Donc, c'est pas seulement une villa, c'est un espace de travail. C'est les bureaux de l'ambassadeur de France au Maroc. Et donc, on a participé à ce concours. Donc, c'était un concours international où, en fait, il y a eu des architectes de France spécialisés dans la réhabilitation qui ont participé. Et également, le fils de l'architecte d'origine, De La Fuentes. Et avec ça, on l'a gagné. Alors, justement, comment tu te différencies de la concurrence? Parce qu'il y a quand même pas mal d'architectes au Maroc. Je pense par deux choses. D'abord, on va parler du côté professionnel, puis du côté personnel. Je pense que aujourd'hui, au Maroc, le client n'a pas disons, sans le mettre en porte-à-faux, le client veut d'abord qu'on le mette sur un piédestal et qu'on réalise et qu'on conçoive pour lui un projet au plus tôt. Donc, moi, quand je rencontre quelqu'un, je suis d'une efficacité redoutable. C'est-à-dire que j'ai une base de données tellement grande sur tout type de projet que quand un projet arrive, je sais exactement, sauf configuration très particulière, je sais ce qu'il faut d'abord lui proposer. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je lui propose toujours une option A, qui est une option classique, et une option B, qui est revisitée. Où en fait, je lui dis, voilà, si tu veux un projet comme les autres, on peut aller sur ça. C'est un projet qui marche. Mais on peut aussi te proposer un projet qui va te distinguer des autres. Et c'est là que tu touches à l'ego des gens. Mais on fait d'abord un travail gratuit au début. Moi, je suis client. Pourquoi je vais payer quelqu'un alors qu'il n'a pas encore fait un trait de dessin? On appelle une étude de faisabilité / esquisse. Bon, tout dépend de comment tu pousses le truc. Et surtout, quand je lui dis que je lui envoie un lundi à 10h du matin, eh ben, il l'a à lundi à 10h du matin. Moi, je sais qu'autour de moi, les clients me disent, bah, tu sais, on est venu, on a été déçus par certains architectes parce qu'ils disparaissent, parce qu'ils répondent plus, parce que on n'est pas des artistes, on est d'abord des constructeurs. Et quand on construit, on a une parole et on s'y tient. Et moi, je pense que c'est important. Et de toute façon, c'est dans tous les domaines, hein, je crois. Et ça, c'est la première vraie preuve de sérieux. La deuxième chose, comment je me différencie sur une touche un petit peu plus légère, je pense que tu as dû voir cette dernière année sur Facebook un monsieur, qui est Idriss Aberkan, je crois, qui a dit l'échec est un succès, ou bien l'échec est mon meilleur diplôme. Ben, je peux te dire que moi, à l'école, je me suis cassé plusieurs fois la gueule. J'ai redoublé ma cinquième, j'ai redoublé ma première.
J'ai redoublé à l'école d'archi aussi, 1 ou 2 fois, plutôt 2 fois. Mais ça m'a permis de connaître un nombre fou de gens. J'ai rencontré des générations entières. D'une part, en étant étudiant à Paris, je l'ai dit en début d'émission, je suis sorti, j'ai rencontré du monde. Après, on oublie que tu as été mauvais élève. Après, on voit ce que tu as fait, ce que tu as dessiné et ce que tu as conçu. Et les gens se souviennent de toi. J'aurais été un rat de bibliothèque à travailler à Sainte-Geneviève tous les jours jusqu'à 8 heures du soir et rentrer chez moi, me faire à dîner et dormir. J'aurais connu personne. Moi, je crois que c'est le réseau. Le réseau est important. On oublie. Et surtout être accessible. Je pense que je suis quelqu'un d'accessible. Je parle avec tout le monde. Je rigole, je déconne, je dis des blagues. Je sais être sérieux. Je sais parler de livres, de littérature, de cinéma, de musique. Je suis un peu un touche-à-tout. Voilà. Je suis pas particulièrement, je suis pas Einstein, mais je pense que j'ai une intelligence émotionnelle qui fait que je suis accessible aux gens et que les gens se sentent à l'aise pour travailler avec moi. Est-ce que ça t'arrive de refuser des projets que tu ne sais pas faire ou est-ce qu'on peut dire qu'un architecte sait tout faire? Écoute, je pense que la formation académique qu'on nous a donnée nous permet de tout faire, honnêtement. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Et je pense que ça serait malheureux pour une personne de refuser du travail en connaissant le contexte économique. Je pense qu'il faut d'abord essayer. D'accord? Je pense qu'il faut essayer et après, généralement, on a affaire à des spécialistes, que ce soit le client ou le bureau qui l'accompagne. Mais je pense qu'un architecte, vu sa formation, peut tout faire. En fait, quand on t'a appris à être architecte, on t'a pas appris à dessiner une maison. C'est pas ce qu'on t'a appris. On t'a appris à réfléchir dans un contexte, pour un projet, pour un programme. Par contre, je pense qu'on peut refuser de travailler sur un projet parce qu'on n'aime pas faire ce type de projet. Ou parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on n'a pas cette curiosité. Par exemple, moi, aujourd'hui, même si j'ai commencé à faire ça, aujourd'hui, je refuse d'aménager des snacks ou de la très petite restauration. Parce que je sais qu'il y a autant de boulot là-dedans, que la rémunération n'est pas à la hauteur. Et surtout, je me dis, je libère cette place, ça permet aux jeunes. L'idée, c'est pas de te montrer que je suis altruiste, mais je pense qu'il y a un moment où il y a des places que tu libères naturellement. Je pense qu'il n'y a pas une seule manière d'être architecte. Je pense que je complexais beaucoup quand j'étais étudiant, c'est que je voyais les architectes stars qu'on voyait dans les revues ou bien les bons élèves faire de l'archi. Et je me disais, mais j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué. Comment ils savent faire tout ça? Moi, je ne sais pas. Bref, il y avait tout souvent une remise en question. Et en fait, avec le temps, là, je me suis rendu compte et en fréquentant plein d'autres architectes, qu'en fait, il y avait autant de métiers d'architecte que d'architecte. Chacun est architecte à sa manière. Et qu'on n'a pas besoin de se copier, on n'a pas besoin de devoir se ressembler pour être architecte. Moi, je ne ressemble pas du tout à mon père, même si nous avons des choses communes, surtout en éducation et en manière d'aborder les choses. Je ne suis pas architecte comme les gens qui étaient avec moi architectes, je ne suis pas architecte comme les jeunes architectes qui arrivent. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais tu sais, il y a des architectes qui s'en sortent très bien parce qu'en fait, ils ressemblent à leurs clients. Tu vois, enfin, mais dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc, je pense que là-dedans, tout le monde peut y trouver son compte. Il y a autant de clients que de projets. Et il y a autant de clients que d'architectes. Et tout le monde finit par trouver sa voie. Est-ce que tu gères des projets allant on va dire des murs, de l'extérieur jusqu'au design des meubles, jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'identité visuelle? Alors écoute, on l'a fait, oui, sur quelques projets comme le Coin des Marques à Rabat, c'est un outlet. En fait, il y a une dame qui est venue nous voir un jour et qui nous a dit, voilà, j'ai fait l'acquisition d'un local commercial. Et en fait, j'ai plein de magasins et je voudrais écouler mes stocks. Elle avait la marque A, la marque B, la marque C et il fallait créer un concept global. Donc, on a créé tout de la vitrine jusqu'au triangle, jusqu'aux étagères, jusqu'aux rideaux des cabines d'essayage, au comptoir, jusqu'à la lumière. Oui, on peut le faire. On travaille sur Dakhla, sur des projets où justement l'idée c'est de faire un concept vraiment de A à Z. D'ailleurs, notre agence s'appelle A à Z, ça se rejoint. Même si l'acronyme ne veut pas du tout. Ouais, effectivement, plutôt atelier d'architecture Zoaoui. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'un architecte est aussi designer? Ah bien sûr, je pense que c'est le premier designer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Marouane Zouaoui est architecte, mais aussi designer? Et dans ce cas-là, je veux bien que tu nous donnes ta définition. Non, je pense qu'on peut dire que Marouane Zouaoui est d'abord architecte, mais qu'il est inhérent quand tu dis que quelqu'un est architecte, qu'il est designer. Je pense que le premier besoin de l'homme, avec un grand H,
au-delà de se nourrir, ça a été de se protéger. Donc, il y a des hommes qui ont habité des cavernes. Et quand il n'y avait pas de caverne, il fallait se protéger. Pour se protéger, il a fallu réaliser un toit. Un toit en paille, un toit avec des palmes, un toit avec du bambou, que sais-je. Et juste ça, c'est faire de l'architecture. L'architecture, c'est occuper l'espace. C'est dessiner. C'est concevoir un espace, qu'il soit ouvert ou fermé. Mais le métier d'architecte, c'est d'abord, selon moi, de diviser l'espace. Et je pense que quand tu divises l'espace, eh bien, de manière inhérente, tu dessines quelque chose. Il suffit, par exemple, une toiture avec de la paille, juste l'ombre du soleil qui arrive sur le sol, eh bien, selon moi, c'est un geste de dessin, de design. Je pense que le design, quelque part, c'est tous les gestes, toutes les études qui améliorent de manière fonctionnelle et esthétique la vie de l'être humain. Mais ça peut être concret, ça peut être digital, ça peut être… il y en a partout du design. Tu sais, même des fauteuils Louis XIV ou des fauteuils hyper built-in des salons marocains, c'est du design. On a la calligraphie, c'est du design. Tout autour de toi est design. Même toi, même toi quand tu t'habilles, tu es design. Ta coupe de cheveux est design. La dernière dame avec qui tu as eu un entretien qui s'appelle Zahra Sebti, qui est une fille que j'aime beaucoup déjà par sa personne et que j'admire par son travail. Il y a des moments où en fait on arrive, moi en tant qu'architecte, je suis arrivé à une limite que je n'ai pas pu dépasser. Et bien pour l'école Balzac dont on parlait tout à l'heure, nous avons créé avec elle, sur une surface de 60 mètres carrés, la porte d'entrée de Balzac. En fait, on a travaillé ensemble, on a pris de la tôle qu'on a perforée avec des épaisseurs, avec des diamètres de perforation différents, et on a recréé la plume de l'écrivain Balzac sur le porche de l'entrée de l'école. Alors, est-ce que ça, c'est du design d'architecte? Est-ce que ça, c'est du design de graphiste qu'elle a fait? Est-ce que c'est du design pour l'école ou c'est du design pour la ville? Voilà, je pense qu'on est entouré de design. Ça t'arrive souvent de collaborer avec d'autres architectes ou d'autres corps de métier d'art? Alors écoute, donc je t'ai dit, on a collaboré avec Zahra, on collabore beaucoup avec des menuisiers, avec des créateurs de carreaux de ciment. D'ailleurs, là, on est en train de faire un restaurant qui va être devant la cathédrale de Rabat qui s'appelle Nona. On a créé notre propre carreau de ciment pour le restaurant. Tu as une bonne relation d'ailleurs avec les artisans? En arabe, il y a un terme qui leur convient très bien, on les appelle m'almin. Écoute, tu crois que quand je suis architecte, quand j'ai commencé ou même aujourd'hui encore, est-ce que tu crois que je sais comment on pose tous les carrelages, comment on imbrique deux planches de bois ensemble? Il y a un moment où notre connaissance a une limite. Et ben, en face de toi, je pense qu'il faut faire confiance à ces m'allim et leur demander leur avis. Moi, l'architecte omnipotent qui sait tout sur tout, je n'y crois pas. Il faut faire preuve d'humilité, leur demander leur avis, et c'est merveilleux parce qu'ils t'expliquent leur savoir. Et c'est une vraie transmission. Oui, c'est vrai, parce que justement, en fonction des différents témoignages que j'ai eus, la collaboration avec un artisan, entre un artiste et un artisan, des fois, il y a une bonne entente et des fois, l'artisan est un peu réticent à vraiment bien identifier le projet de l'autre et s'identifier et travailler en bonne entente avec le graphiste et l'artiste. Et c'est pour ça que je te pose aussi cette question. Est-ce que tu as déjà eu des artisans réticents à ton projet? Non, je crois pas. Non, je suis pas sûr. Je crois que des fois, j'ai eu des prises de bec avec certains pour l'aider, pas pour leur travail. Disons qu'un jour, on m'a donné un vrai conseil, c'est qu'on m'a dit, Marwan, pour bien te protéger dans le domaine, dans le métier de l'architecte, il faut que tu donnes un maximum de détails. Et si la personne n'arrive pas à le faire, ce n'est pas ta faute, mais toi, tu as donné un maximum de détails, un maximum de dessins. Ben écoute, quand je me retrouve face à quelqu'un qui ne le fait pas ou qui ne le fait pas bien, il a suffisamment d'éléments pour le refaire. Il ne se retournera pas contre moi et me dire « Ah, mais je ne savais pas » ou « Tu ne m'as pas dit » Non, il faut donner un maximum de détails. Et je pense que c'est très, très important de donner un maximum d'informations sur la chose que tu veux qu'on produise pour toi. Après, rien ne t'empêche en cours de chemin, parce que je pense que même quand tu produis une idée ou un dessin, etc., entre le jour A où tu l'as produit et le jour B où elle est conçue, il y a d'autres facteurs qui sont entrés en jeu. Il faut être un minimum flexible, je pense, dans la vie, pour pouvoir s'entendre avec ces gens-là, qui te voient arriver. Toi, c'est facile pour toi, hein, tu arrives 15 minutes de réunion de chantier, alors, njar, wesh derti, el placard, dressing, derti, là, oui, non, qui fait, Ada, tu fais tes remarques, tu te casses. Mais le jour où tu donnes du temps à ce monsieur,
et que tu comprends pourquoi il n'a pas réussi à le faire et qu'il te dit, s'il te plaît, est-ce que je peux le modifier comme ça, j'irai beaucoup plus vite et ça sera mieux. Si ça ne modifie pas énormément ton concept de base, mais tu le fais, tu l'aides, c'est pour le bien du projet. Au final, tu penses qu'il n'y a pas vraiment de réticence, c'est juste une bonne entente, une bonne collaboration, une bonne écoute entre les différents corps de métier, quoi. Je pense que le Marocain est bon. Sincèrement, son cœur est bon. Il veut. Alors évidemment, il ne faut pas prendre des gens qui viennent de commencer ou bien les associer avec des gens plus âgés. Mais je pense que quand tu as affaire à quelqu'un qui a quand même 10, 15, 20 ans d'expérience et qui est encore dans le métier et qu'il t'est recommandé ou que tu as déjà vu à l'œuvre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, généralement, tu verras que beaucoup d'architectes au Maroc ne veulent travailler uniquement qu'avec les gens avec qui ils ont déjà travaillé. Et donc, ils créent un peu leur équipe autour d'eux. Ils ne l'imposent pas. Enfin, moi, je ne l'impose pas. Mais quand on me demande est-ce que tu connais un bon menuisier, ben, j'en connais un ou deux, un bon carreleur, un ou deux. Et ça permet aux choses d'aller plus vite. Quelles sont d'ailleurs les étapes d'un projet que tu préfères le plus? Quelle est l'étape qui te satisfait le plus? Ce métier offre un spectre énorme de satisfaction et de désillusion. Je pense que déjà, genèse de projet, tu reçois un appel de quelqu'un que tu connais pas, qui te dit voilà, je te veux pour un projet. Déjà, super fierté. Ton ego, là, tu voles, tu as des ailes qui poussent dans le dos. Il vient, tu fais une esquisse. Et là, il y a deux chemin A et chemin B. Chemin A, il revient, il est content. Il te dit OK, on avance. Chemin B, il disparaît. Il peut disparaître. C'est son choix. Il a signé aucun contrat. Ça fait partie du jeu. Bah, c'est un moment qu'on déteste parce que tu sais, quand quelqu'un vient te confier un projet, bah, tu rêves de ce projet. Ça devient le tien. Et même avant de dessiner l'esquisse, tu y penses. Tu y penses en permanence. Ça t'excite. C'est de l'adrénaline. Il y a une part d'envie de faire et de bien faire qui est merveilleuse. C'est comme en fait quand je dis souvent, il y a un exemple que j'aime bien. Tu sais, quand on était étudiant, il y avait l'euro-million. On payait 2 euros le ticket et on espérait remporter les 150 millions d'euros. Moi, je disais souvent, moi, j'achète les 2 euros, le ticket à 2 euros, bien sûr, en espérant gagner. Mais finalement, je m'achète 5 minutes de rêve. Parce que juste après, je me dis, et si je gagne, qu'est-ce que je vais en faire? Quel projet je vais faire? Où est-ce que je vais voyager? Qui je vais emmener? Qui je vais pas emmener? Bref, tu t'achètes du rêve. Mais en fait, quand quelqu'un vient te voir pour un nouveau projet, ben, c'est du rêve. Mais c'est génial pour un créateur qu'on sollicite, un créateur pour créer. La deuxième partie, qui est aussi très intéressante, et généralement, il n'y a pas beaucoup de désillusions, c'est qu'on fait des esquisses qui tiennent la route. Ben, en fait, c'est de détailler les plans. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un vrai architecte, c'est celui qui arrive à produire et après à construire. Faire des esquisses, faire des images 3D, les balancer sur Instagram, Facebook, etc. et ne rien construire derrière, pour moi, ça, c'est pas de l'architecture. Et il y en a beaucoup. Moi, je pense qu'aujourd'hui, être architecte, c'est de répondre à une demande. OK, on a eu le client, mais après, il faut bosser. Et bosser, c'est pas faire de la 3D, mettre des arbres, etc. Non, c'est faire du technique. Tu sais, c'est ce qu'on appelle gratter. En archi, on dit tu grattes. Ça, c'est en même temps très prenant en temps et très valorisant parce que tu arrives d'une idée générale à la transformer en idée concrète, du moins sur le papier. Elle marche. Ça veut dire que ton idée marche. Ton concept marche. Ce que tu as dans le cerveau, quand il est traduit sur le papier, ça fonctionne. Moi, je trouve que ça, c'est très valorisant. L'architecte est peut-être le seul artiste / designer à avoir un rapport à l'administration marocaine. Moi, quand je dessine quelque chose, je ne le dessine pas comme je veux. J'ai une réglementation. Mais après, il faut faire autoriser son projet. Et là, donc, tu as convaincu le client. Alors, regarde tout le process. Écoute tout le process. Tu as convaincu le client. Tu as fait travailler tes équipes. Tu as pondu un projet qui tient la route en relation avec l'administration, en relation avec la réglementation urbaine. Et bien là, tu n'es pas encore vraiment bien payé. Hein. Tu n'es payé qu'à l'obtention du permis de construire. Et bien là, va convaincre des gens qui n'ont pas vu ton projet, qui ne savent pas de quoi il s'agit et qui n'ont pas la même appréciation du bâtiment que la tienne.
c'est un autre combat. Mais tu rencontres des gens merveilleux, comme tu rencontres des gens qui n'y comprennent rien. Ou bien des fois, tu as des blocages administratifs, voire politiques, voire de sensibilité, voire. Alors, la satisfaction peut découler de l'obtention d'un permis de construire tel que tu avais imaginé ton projet, où on t'a pas mis trop de bâtons dans les roues. Je ne blâme pas ces gens, mais c'est souvent une contrainte pour nos architectes. Ou bien la désillusion. Ton projet tel qu'il a été dessiné ne peut pas être autorisé parce qu'il y a un blocage qui est indépendant de tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est souvent des désillusions. Ou bien on te demande de changer une chose qui n'était pas très claire dans la réglementation ou qui n'a pas été appréciée à sa juste valeur, etc. Donc tu dois revoir les choses. Mais au final, quand tu obtiens ton permis de construire, tu es heureux de l'avoir obtenu. Et là, quand tu arrives le jour du chantier, le jour du démarrage de chantier, et que tu vois ton nom accroché sur le panneau de chantier et que tu vois des machines, des engins, une entreprise, des ouvriers prêts, là, c'est une sensation merveilleuse. Mais la plus belle des satisfactions, c'est quand tu vois, au final, je crois, quand tu vois l'usager prendre possession de ton projet, de ton œuvre, et l'exploiter de manière différente que celle que tu avais envisagée. Par exemple, sur l'école qu'on avait faite, on avait dessiné on avait créé une structure de poteaux métalliques, tenir un préau, des poteaux très fins. Ben, un jour, on arrive à l'école et on a trouvé que les étudiants avaient accroché un fil élastique entre les poteaux. Et c'est merveilleux. Il y a des arbres qu'on a plantés, ben, on se rend compte que les élèves jouent en dessous parce qu'ils ont de l'ombre. Il y a plein de choses. Ou bien que les élèves ont redessiné des choses qu'on a nous-mêmes pensées dans notre agence. Voilà, donc il y a énormément de satisfaction. Et je pense que la satisfaction qu'on a dans ce métier est beaucoup plus importante que les désillusions qu'on peut rencontrer. Tu t'es investi de plus en plus dans des projets d'ailleurs à conscience plutôt écologique et développement durable. Comment tu abordes ce type de projet par rapport à un projet entre guillemets classique ? Alors écoute, je pense que aujourd'hui, et sans faire d'excès de zèle, je pense que la problématique écologique et de développement durable est essentielle. Je pense que d'ailleurs, ça devrait même être une matière qui doit être enseignée à l'école. Je travaille beaucoup dans une zone où il n'y a rien, qui est la zone de Dakhla, dans le sud du Maroc, et où on a une réglementation quand on travaille autour du lagon. Parce que tu sais qu'on a fait quelques unités hôtelières là-bas. Et en fait, on nous impose de ne pas construire en dur. Et quand on ne construit pas en dur, il faut trouver des solutions. Et des solutions qui ne soient pas onéreuses. Par exemple, construire en bois coûte cher au Maroc. Nous ne sommes pas un pays où il y a du bois, où il y a beaucoup de bois, où on n'est pas un pays de charpentiers et on n'est pas un pays de gens qui savent construire avec le bois. Donc, dès que tu veux construire en bois un bâtiment complet, les prix flambent. Donc, il a fallu construire avec des choses locales, ne pas gaspiller l'eau, ne pas utiliser trop d'énergie parce que l'énergie coûte cher. Tu sais, quand tu as 40 km de la ville, ben, tu travailles avec un groupe électrogène, des fois. Il faut que tu mettes du gasoil, il faut que tu mettes… Bref, donc c'est toujours une problématique. En étant à Dakhla, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses intéressantes. Par exemple, on a créé des bungalows avec des murs où les murs étaient faits en sac de sable. Alors ça, personne n'y avait pensé sur place et on a été les premiers à le faire. Grosso modo, tu prends des sacs de farine et au lieu de mettre de la farine dedans, bah, tu mets ce qu'il y a sur place, c'est du sable. Et tu peux me croire que du sable, il y en a. Et après, tu fais tenir ça par un grillage pour que les sacs de sable ils ne fassent pas, comme on dit au Maroc, ne fassent pas de ventre. Et tu les entasses les uns sur les autres. Il faut qu'ils fassent le même poids. Tu mets des raidisseurs pour que ça tienne. Et après, tu as un mur qui fait 40 cm, qui sont comme les murs des anciens riads marocains, qui sont hyper bien isolés, phoniquement et thermiquement. Et tu as pris la ressource qu'il y avait sur place et qui existe à l'infini. Deuxième chose qu'on fait, on recycle les eaux grises. Les eaux grises, c'est les eaux des toilettes. Les eaux des toilettes, eh ben, écoute, je ne sais pas si tu as pu voir les images des unités hôtelières qu'on a faites. Ben, c'est des petites oasis. Pourquoi ? Parce que, bah, écoute, au lieu de jeter l'eau des toilettes qui est pleine de minéraux, au lieu de la jeter dans la nature, eh ben, on la reprend, on la retraite et on arrose les plantes avec. C'est des plantes qui poussent dans le désert. Voilà, on a réussi à leur apporter une ressource qu'ils n'avaient pas. Après, la troisième chose, c'est qu'on utilise beaucoup le panneau photovoltaïque qui commence à bien faire ses preuves. Donc, ça nous permet d'alimenter au moins l'éclairage extérieur en
en électricité et en énergie. Mon rêve est de pouvoir utiliser à Dakhla l'énergie éolienne, parce que là-bas, le vent souffle en permanence. C'est une mine d'or, ce vent, pour cette région. Sauf que la technologie de l'éolien n'est pas encore la plus développée. Disons qu'elle coûte encore trop cher. Pour du particulier ou pour des projets singuliers, elle coûte encore trop cher. Il faut que tu installes une éolienne. Juste le prix de l'éolienne en soi, c'est assez énorme. Voilà. Et quand on fait un bâtiment public, on met en avant cette conscience écologique et développement durable. Et tu sais que des fois, on construit des bâtiments qui font en toiture des milliers de mètres carrés. Quand il y a de la pluie, pourquoi on ne récupère pas cette eau de pluie qui tombe sur ces centaines de mètres carrés? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de rejeter l'eau de pluie à travers les canalisations, on récupère cette eau de pluie dans des bassins qui sont enterrés, et ça nous sert à l'arrosage, ou au nettoyage, ou à plein de choses. Voilà, donc on essaye d'avoir un peu cette conscience écologique. On voudrait l'avoir plus, mais les gens au Maroc n'ont pas encore conscience de l'amortissement qu'ils peuvent faire de tout ça. Mais je trouve que nous sommes malgré tout sur la bonne voie. Quels sont tes matériaux de prédilection? Moi, je me suis rendu compte, sans le vouloir, que sur pas mal de projets, on avait utilisé le métal, la tôle perforée, qu'on redesignait un peu à notre manière. C'est un matériau que j'aime bien parce que c'est un matériau durable, c'est un matériau qui ne coûte pas cher, mais qui n'est finalement que d'ordre esthétique. Je pense que malgré tout, le verre est quelque chose de merveilleux. Mais là, il faudrait, tu vois, des fois, tu me poses des questions, mais vu que je ne travaille pas tout seul et que j'ai une super équipe, des fois, je rêverais qu'ils soient à côté de moi pour répondre à ces questions. Écoute, on utilise quoi? On utilise le béton, on utilise du bois, on utilise tout. Ah, par exemple, oui, ce qu'on fait beaucoup aussi. À Dakhla, on a adapté un process qu'on connaissait. En fait, on a mélangé, tu sais, au lieu de mettre de la peinture sur les murs et qui se décolle au bout de 8 mois à cause de l'humidité, en fait, on a créé un système c'est un enduit en fait, c'est un mélange de colle et de sable, et ça nous donne une pâte couleur sable. Et cette pâte, on l'enduit sur les bâtiments. Et ça nous donne des bâtiments couleur sable qui sont parfaitement intégrés au paysage et à l'environnement. On a encore repris quelque chose de local et c'est quelque chose de très durable. Il met 15 ans avant, tu mets 15 ans avant d'avoir une fissure qui apparaît dessus. Ouais, donc ça, on l'utilise beaucoup. Tu sens qu'il y a une équipe autour de toi, travaille dans le quotidien. C'est qui ce on? Écoute, moi, je ne suis rien sans mon équipe, hein. Moi, j'essaie de les mettre en avant quand je peux. Alors, mon équipe, on est composé, il y a 5 personnes qui travaillent avec moi et 2 annexes. J'ai 2 architectes. J'ai une architecte hongroise qui a commencé en stage chez moi au milieu de nulle part, qui est une fille de grande qualité. J'ai une autre architecte qui a fait l'École nationale d'architecture, qui est une personnalité assez tranchante aussi. On s'entend très bien, qui en a envie dans la vie. J'ai un super technicien du bâtiment, lui, que j'ai recruté, que j'ai piqué à mon père. Et j'ai une jeune fille qui a commencé avec moi en étant technicienne du bâtiment et qui est arrivée un jour chez moi à taper à ma porte, à la porte du bureau, en me disant « S'il vous plaît, je recherche un stage ». Je dis « J'ai pas, salut, au revoir ». Et là, elle met son pied contre la porte que je refermais et elle a commencé à pleurer. C'est une bonne histoire parce que je crois que quand on a envie de travailler, on y arrive. Et je lui dis non, mais écoute, ma grande, franchement, je suis désolé, je peux pas te prendre. J'ai pas le temps de m'occuper pour toi. Et c'est là que mon technicien du bâtiment, qui a le même prénom que moi, qui s'appelle Marwan, passe. Il voit la scène et je le vois assez ému. Et je lui dis écoute, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper. Si toi, tu t'en occupes, ok. Alors, la jeune fille s'installe au bureau. Alors, je suis incapable de te dire si c'est pendant 6 mois, 1 an et demi. Elle ne fait aucun bruit. Elle ne parle pas, elle est discrète, elle travaille. Je ne la vois pas. Je dis bonjour le matin à tout le monde. Je serre la main à tout le monde, je serre la main. Donc, je voyais qu'elle était là. Et un jour, je me retrouve dans une charrette. Enfin, je me retrouve en galère sur un petit aménagement qu'il fallait que je rende hyper rapidement. Et toutes mes ressources étaient prises. Et donc, je rentre à l'atelier et je dis bon, j'ai besoin de ça. Qui peut, hein? Personne ne bouge. Et elle, je la vois qui me regarde. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu es avec nous? Elle me dit, ça fait 1 an et demi. Je lui dis, viens. Et je lui donne du travail et elle me dépanne. Et je me rends compte qu'en fait, pendant qu'elle était avec nous, elle avait appris à faire de la 3D. Personne ne lui a appris. Elle a regardé des tutos sur YouTube. Et bien maintenant, elle est salariée chez nous et ça fait 3 ans qu'elle est avec nous. Et elle s'en sort. Et même là, pendant le confinement, je fais des calls avec elle sur WhatsApp, sur trucs. On partage nos trucs et ça y est, elle fait partie de l'équipe. Mais un architecte n'est rien sans son équipe. Personne n'est irremplaçable. Mais, tu sais, compter sur quelqu'un,
moi, au bureau, je ne demande pas aux gens une ponctualité de dingue. Par contre, ce que je demande, c'est que quand on demande un travail, il faut qu'il soit fait en temps et en heure. Parce que nous, derrière, on s'engage vis-à-vis du client pour lui rendre ce travail. Donc finalement, on crée une certaine amitié, on a de l'humanité entre nous, on s'aide, on s'entraide. Mais aujourd'hui, je suis très content de mon équipe et je les en remercie vraiment tous les jours. Est-ce que tu as un coup de cœur esthétique, un lieu qui t'a marqué, que tu aimerais partager avec nous? Alors écoute, moi, moi je dis souvent qu'il y a un bâtiment que j'aurais adoré habiter, mais qui est inhabitable et qui d'ailleurs va être en pleine rénovation. C'est un bâtiment à Paris qui s'appelle le Grand Palais et qui est pour moi le bâtiment ultime du 19e. C'est un bâtiment qui a un emplacement merveilleux, qui est en face des Invalides, face au pont Alexandre III, à 2 pas des Champs-Élysées. C'est un monstre de verre et d'acier qui accueille l'art du monde entier, que ce soit des expositions à taille humaine ou des expositions à taille gigantesque telles que Monumenta. Il y a une douceur dans cette lumière, que ce soit en hiver ou en été. Il y a une douceur dans la journée, il y a une douceur le soir. Il y a une volumétrie qui est un espace intérieur qui est juste incroyable. Et tu te dis que ça a été fait il y a 120 ou 130 ans. Moi, je crois que c'est mon bâtiment préféré, même si je serais incapable de dessiner la même chose aujourd'hui. Comment tu nourris ta créativité? Alors écoute, moi je suis une véritable éponge, c'est-à-dire que dès que je vois un truc, je m'en souviens. Alors, grosso modo, j'ai plein de gens très intéressants qui ont tout le temps été là dans mon parcours et qui continuent à m'envoyer des choses intéressantes tu sais, aujourd'hui, grâce à la technologie, via WhatsApp, via Instagram, etc. On t'envoie tout le temps des choses. Tout le temps, tout le temps. Alors, des fois, ça peut être des vidéos débiles de quelqu'un qui tombe, mais des fois, ça peut être des choses très intéressantes. Donc, déjà, ça, et quand quelqu'un m'envoie quelque chose, je fais l'effort de le lire parce que je pense que s'il me l'a envoyé, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant et que cette chose lui a rappelé ma personne ou mon intellect ou quelque chose. Donc, je fais l'effort déjà de le lire. La deuxième chose, c'est que j'aime beaucoup la musique et le cinéma. Et je trouve que le cinéma, dans son envie de magnifier les décors, propose aux spectateurs de l'architecture merveilleuse. Il y a des décors de films, des décors urbains, des décors de science-fiction, des choses comme ça qui sont vraiment merveilleuses et qui ont une capacité à capter ton attention. Souvent, le spectateur regarde l'acteur, mais je pense qu'il faut aussi regarder l'envers, enfin, pas l'envers du décor, mais le décor en soi. Alors souvent, je m'intéresse je fais des recherches sur les décors de cinéma, où a eu lieu cette scène, de quelle maison ça. Tu sais, tu regardes même la publicité. Quand on fait une publicité pour une belle voiture, ben, la voiture, elle n'est pas garée dans un garage pourri. Elle est garée dans un garage d'une maison qui surplombe une colline, d'une baie, nanana, Ibiza, mais ça compte. Voilà, donc je me renseigne, je lis, c'est mon petit secret à moi. Et après je me vante de découvrir que cette maison, après de mes copains, ben, vous savez où est tournée cette pub, elle est tournée par. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire en particulier? Écoute, moi j'ai découvert récemment un studio d'architecture qui est d'ailleurs basé à Marrakech, qui s'appelle Studio K.O., qui a entre autres réalisé le musée Yves Saint-Laurent. Enfin, c'est pas mon œuvre préférée à eux, mais je trouve que c'est des architectes qui sont en avance sur leur temps. J'ai une amie qui y travaille et j'ai pu visiter leur agence il y a quelques mois et j'ai trouvé qu'ils étaient parmi les rares à faire de l'architecture authentique. C'est-à-dire l'architecture authentique, c'est ce que j'apprécie le plus, parce que faire de l'architecture, pour moi, ce n'est pas faire de la prouesse architecturale / bling bling. Ok, genre c'est pas faire un porte-à-faux d'une terrasse qui surplombe une colline sur 15 mètres ou piscine suspendue. Mais pour moi, l'architecture authentique, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit, de faire la bonne taille de bâtiment au bon endroit, de faire sentir à l'usager la quintessence de l'endroit dans lequel il est. Et pour moi, c'est ça la vraie architecture. Et ces gens-là le font très bien. Est-ce que tu as une adresse marocaine à nous conseiller d'un point de vue architecture? Alors, écoute, la dernière fois que j'ai ressenti quelque chose d'intéressant au Maroc, j'étais à Marrakech
et je suis allé déjeuner dans un endroit qui s'appelle les Jardins du Lotus. Et c'est un endroit qui m'a beaucoup plu parce que je pense que l'architecture, et c'est le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement en fait le lieu, mais c'est aussi le cheminement pour arriver au lieu. Donc en fait, les Jardins du Lotus, bon, c'est un restaurant qui a été transformé, c'est un endroit, un riad traditionnel qui a été transformé en restaurant, en lounge, etc. Et en fait, il y a un dégagement à l'intérieur de ce riad où le soleil pénètre, où il y a des jeux d'ombre et de lumière. Et c'est des gens qui ont réussi à utiliser nos matériaux marocains avec notre savoir-faire marocain. Et quand tu déambules au milieu de ces ruelles pendant 300, 400 mètres, ben, tu te rends compte que tu vas vers un endroit magique. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait de plus en plus d'endroits magiques comme ça au Maroc. On a des belles médinas, on a de beaux endroits. Laissez-nous faire, on veut réinvestir ces endroits. Pourquoi quand on va à Rome, on est subjugué par le fait de déambuler dans les rues de Rome avec les petites lumières, la couleur de la lumière du soir, la musique, etc. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on réinvestisse ces endroits. Marrakech est en train de bien le faire. Il y a le Secret, il y a le Jardin du Lotus, etc. Et moi, je voudrais que des villes comme… Ah bah d'ailleurs, il y a aussi le Dardada à Casablanca. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. C'est un endroit qui a été réinvesti. On arrive à réinvestir un peu les médinas du royaume. Et je voudrais qu'on nous laisse le faire plus. Les investisseurs, investissez dans vos villes, investissez dans vos médinas, investissez pour qu'on se réapproprie le centre-ville. Moi, je parle plus. Moi, j'habite et je travaille au centre-ville de Rabat. Je suis dans un quartier merveilleux qui date des années 30-40, le centre-ville de Rabat. Moi, j'adore aller me balader. Je me dis de Rabat. Je découvre des endroits fabuleux, je discute avec des gens, etc. Et ça reste encore pas très développé. Maintenant, si tu vas à Marrakech ou à Casa, c'est des choses qui existent. Et il faudrait que les investisseurs investissent plus. Il faut arrêter de regarder. Il faudrait qu'il y ait des lois qui passent pour éviter qu'il y ait que de la rentabilité. Il faudrait que la rentabilité soit associée à du social, à du culturel et à de l'historique. Voilà, quand tu vas en Espagne, dans les vieilles médinas, ben, rien ne les empêche dans une vieille médina espagnole mauresque, hein, parce que c'est nous qui avons fait l'Espagne, qui avons fait l'Andalousie, hein, et ben, rien n'empêche un vieux bâtiment en rez-de-chaussée d'être surplombé par une superstructure métallique, moderne, contemporaine, qui attire le regard et qui donne envie aux gens qui ne sont pas en ville d'y venir. Nous, nos médinas sont délaissées parce que c'est des choses qu'on connaît depuis qu'on est petit. Elles sont comme ça et elles sont un peu insalubres, etc. Mais au contraire, il faut les aider. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que les administrations marocaines nous permettent de le faire. Ok, moi j'ai eu un projet récemment à penser dans la Médina de Rabat. Grosso modo, la réglementation te dit de faire exactement le même projet que si tu l'avais fait en 1820. Si tu pourrais partager avec nous un projet en cours. Je suis en train de faire une ferme pédagogique à Skherat. J'aime beaucoup ce type de projet. Alors, une ferme pédagogique, écoute, quand on est venu me proposer l'idée, j'ai accroché tout de suite. Mais il a fallu que je me réintéresse à ce qu'était une ferme. Donc, tu sais que moi, je suis un vrai urbain, un vrai gars de la ville, même si j'adore aller faire des randonnées dans l'Atlas. Mais une ferme pédagogique, en fait, c'est apprendre aux enfants qui n'ont plus l'occasion d'aller à la campagne, de leur apprendre ce que c'est que la ferme. Donc, il a fallu qu'on se réintéresse à beaucoup de choses. Le monde animal, le monde végétal et le monde agricole. Et on a découvert un monde merveilleux. Donc, déjà, j'ai appris à classer les animaux par catégorie, hein, les canards, les lapins, les chevaux, les poneys, bref, tout ça. On s'est intéressé au monde agricole, à l'agriculture industrielle via les serres, la permaculture, et on a inventé des choses super. Par exemple, on a inventé ce qu'on appelle un labyrinthe aromatique. Grosso modo, il y a une entrée, une sortie, et tu te perds. C'est comme le labyrinthe de Alice au Pays des Merveilles. Sauf que à chaque trajet, tu tombes sur des plantes particulières avec des senteurs particulières. Plus c'est fort, plus ça t'emmène à un endroit. Et quand tu te retrouves prisonnier perdu dans le labyrinthe, tu tombes sur un potager. Comment on t'explique le potager, Et tout ça doit être encadré par une ferme. Quand je dis la ferme, c'est le bâtiment de la ferme où on va faire des ateliers, on va expliquer aux enfants
comment on fait du blé, comment on fait du pain, on fait de l'huile d'olive. Voilà, et c'est très intéressant et on a une liberté qui est superbe sur ce projet. C'est que l'idée, ce n'est pas de le faire qu'un bâtiment de western américain pour la ferme, parce que c'est ce qu'il y a avant, mais d'essayer d'avoir une architecture pour la ferme, pour l'atelier, si tu veux, pour le grand atelier, qui en même temps rassemble et que ça soit à partir de ce point-là où les enfants vont aller faire un parcours pédagogique. Donc, on s'est amusé tout à l'heure à créer un bassin pour les canards, par exemple. C'était hyper intéressant. En récupérant l'eau d'une segia. L'eau de segia, la segia, c'est un petit fleuve souterrain qui passe. Donc, ouais, on arrive à s'éclater. Ouais. Alors, comment on peut te suivre d'ailleurs? Est-ce que tu peux nous parler de tes réseaux sociaux, du site internet? Comment on peut suivre tes travaux? Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est Instagram. Donc, on a une page qui s'appelle A à Z Architecture. On poste pas seulement des projets, mais on poste aussi le côté humain de notre agence. Des dessins, des moments de vie, des moments d'apprentissage avec le Melmin. Un jour, on a visité une usine de carreaux de ciment. On a mis en avant le créateur de tout ça. Donc, A à Z Architecture, c'est la même chose sur Facebook. C'est toi qui gères les réseaux d'ailleurs, c'est ça? Écoute, pendant un moment, il y a quelqu'un qui s'en est occupé, mais en fait, c'est plus quelqu'un qui m'a aidé à structurer tout ça. Et depuis un moment, non, mais je continue à appeler cette personne pour avoir des conseils. Et on a un site internet qu'on a mis en place justement grâce à cette personne, qui est tout simple, qui s'appelle www.aaz.ma et où il y a un peu tous nos projets de ces 10 dernières années. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on arrive à avoir de la visibilité. Alors, on arrive à la question de la fin que je pose à tous mes invités. Quel serait ton mot de la fin pour encourager les jeunes qui empruntent cette voie, ta voie d'architecture? Écoutez, les jeunes, je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit pendant l'émission. Il n'y a pas une seule manière d'être architecte. Tout le monde est architecte à sa façon. Surmontez les difficultés de vos études et des premières années et vous verrez que c'est votre personne qui fera qu'on viendra vous voir. Partagez, je pense qu'il faut partager un maximum et se nourrir des choses qu'on partage avec vous. Ne soyez pas fermés, ne soyez pas réticents à une idée, ne soyez pas réticents à un voyage, ne soyez pas réticents à une chanson, ne soyez pas réticents à un film à aller voir. Ne soyez pas réticents à aller visiter votre tante qui habite, je sais pas, Tiaounès. On y découvre tout le temps des choses qui vont vous servir. On y découvre des matériaux, on y découvre du savoir-faire, on y découvre votre pays. Ne soyez réticents à rien. Je vous demande pas, je vais pas employer la phrase d'être soyez curieux, non. Mais même si vous n'êtes pas vraiment curieux et proactif, au moins laissez les choses qui viennent à vous permettre d'évoluer. Voilà, moi, si j'avais un conseil, c'est ça. Et amusez-vous. Il faut s'amuser dans la vie. Sincèrement, moi, j'y crois vraiment. Amusez-vous, éclatez-vous. Quand il y a une décision à prendre, prenez toujours la décision de celle qui vous permettra de raconter une bonne histoire à la fin. Tu donnerais le relais à qui pour en connaître un petit peu plus sur sa vie, sur ce podcast? Ah, c'est une bonne question. Ça, c'est une vraie fleur que je vais faire à quelqu'un. Tu sais, je pense qu'il y a un monsieur qui est un de mes plus grands amis, et ça va te surprendre, qui est designer, mais sans le savoir. En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Asma Qaderi, qui est un mec très sympa, et qui en fait est restaurateur. Et qui en fait, il est finalement designer par conséquence, parce que c'est lui qui design ce qu'il y a dans ses restaurants, il design ses plats, et je pense qu'il serait intéressant que tu te rapproches de lui, parce que lui aussi a son monde, et alors c'est un de mes meilleurs amis, mais on refuse de travailler ensemble, parce que je n'apprécie pas la manière dont il fait les choses, même s'il les fait très très bien, mais on se donne plein de conseils, et son jugement est important pour moi. Merci beaucoup Marwan, c'était un vrai plaisir, tu es un vrai passionné de ton métier, c'était un bel échange. Écoute, en tout cas, bravo. Je voulais te féliciter aussi parce que tu permets la vulgarisation de beaucoup de métiers qui sont dans l'ombre. Super. Bravo Léa pour ce que tu fais. Je te remercie. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute. C'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître.
Parlez-en à votre réseau. Si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram @designermarocain au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.